Aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 4. On va faire plusieurs petites sections. Donc, on va faire section 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5. Donc, tout ce qui va nous rester à faire après cette vidéo-là, ça va être les deux sections importantes, c'est-à-dire la contraception et les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Fait qu'on y va. En même temps, je vais vous dire c'est quoi les exercices qu'il y a à faire. Je vous demanderai de porter attention. Je vais dire qu'il y a certains numéros, même des fois certaines pages qu'on saute complètement. Donc, à vous d'écouter, sinon vous allez être pris à faire des choses pour rien. Ça commence à la page 88 dans le cahier, la section 4.2 sur les gamètes. Il y a une grosse page de théorie là. Pas grand-chose, honnêtement. Vous lirez pour faire les exercices. Là. On va juste regarder la définition. On dit un gamète est une cellule sexuelle servant à la reproduction. L'ovule, fabriqué par un ovaire chez la femme, et le spermatozoïde, produit par un testicule chez l'homme, sont les gamètes. Le spermatozoïde sert à transporter la moitié des informations génétiques issues du père jusqu'à l'ovule de la mère, qui contient l'autre moitié pour l'information génétique. Donc, on avait parlé un petit peu dans le chapitre 3 au niveau de la génétique. On avait dit que toutes les cellules possédaient 23 paires de chromosomes, ou 46 chromosomes, et qu'il y en a la moitié qui viennent du père, l'autre moitié qui vient de la mère. Ben, c'est de là que ça vient. Donc, pour être capable d'avoir ça, ben, les gamètes, contrairement aux autres cellules, au lieu de posséder 46 chromosomes, vont en posséder seulement 23. Donc, l'ovule en a 23, le spermatozoïde en a 23. En se fécondant, eh bien, ça fait un individu complet avec les 46 chromosomes. Et de là, bon, on verra la grossesse tantôt. Donc, c'est pas mal juste ça. Autre fait important, l'ovule, c'est la plus grosse cellule du corps humain, tandis que le spermatozoïde, si c'est pas la plus petite, c'est la deuxième ou la troisième plus petite. Là, honnêtement, je suis pas sûr, je veux pas... Fait que c'est ça. Là, il y a une coupe d'encadré bleu à lire. Ça va vous aider à répondre aux exercices de la page 89, mais moi, j'en dirai pas plus là-dessus. On tourne la page. On s'en va à la page 90, la fécondation. Donc, la fécondation, on a une définition. On dit que c'est l'union des deux gamètes, l'ovule et le spermatozoïde. Donc ça va. Ça, je pense que c'est assez clair. Maintenant, qu'est-ce qui fait que là-dessus... Dans cette section-là, la grosse partie, c'est ce qu'on va appeler le cycle menstruel chez la femme. Okay? Bon. Parce que l'homme produit des spermatozoïdes constamment. L'homme, quand il y a une relation sexuelle, il est toujours prêt à féconder. Il n'y a pas de problème. Quand on dit qu'un gars est tout le temps prêt à faire, c'est ça. Pour ce qui est des femmes, c'est différent. Okay? Donc, la femme va pouvoir tomber enceinte seulement quelques jours par mois. Le reste du temps, peut avoir des relations sexuelles, bien sûr, mais il n'y a pas de fécondation qui peut se faire parce qu'il n'y a pas d'ovule disponible. Donc, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Bon. Alors, vous avez un schéma au milieu de la page 90. Donc, ça, c'est un ovaire. Donc, tous les ovules sont déjà dans les ovaires dès la naissance. Mais évidemment, ils ne sont pas prêts encore, ils vont maturer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque mois, il y en a un ou deux qui est mature, qui est prêt, qui va sortir de l'ovaire. Okay? Ça, c'est ce qu'on va appeler l'ovulation. Et là, à ce moment-là, ben, quand il est sorti, ben, là, il va être prêt à être fécondé. Maintenant, quand est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Fait que vous avez à la page 91, vous avez un calendrier circulaire. Bon, on va attendre que ma caméra focus comme il faut. OK. Donc là, on vous donne un cycle régulier de 28 jours. 28 jours, c'est le cycle moyen. Là, on va regarder, il y a des cycles qui sont différents, surtout à l'adolescence. Le cycle menstruel change beaucoup. OK. Le cycle menstruel est contrôlé par les hormones. Et à l'adolescence, les quantités d'hormones changent pas mal. C'est comme le corps s'ajuste, c'est la première fois qu'il y a des hormones, fait qu'il essaye une certaine dose, ça marche pas, il essaye autre chose, tout ça. Donc, c'est de là que ça vient. Fait qu'il y a deux parties qui sont importantes. Le premier jour du cycle menstruel, on le calcule à partir du premier jour des règles. Okay? Là, on dit que les règles durent 5 jours. Encore là, c'est une moyenne. Hein? Il y en a que ça peut être aussi court que 2 jours. Il y en a que ça peut être aussi long que 10 jours. Ça dépend. Okay? Et la partie qui est importante, c'est ici ce qu'on appelle la période de fertilité. Okay? Alors, vous avez l'ovulation, ce que j'expliquais tantôt. Donc, il y a un ovule qui est libéré, qui est prêt à être fécondé, qui va être au jour 14. Et ça fait que du jour 10 jusqu'au jour 15, vous allez avoir
ce qu'on appelle la période de fertilité, c'est-à-dire que si une femme a une relation sexuelle non protégée pendant ce temps-là, elle a des chances de tomber enceinte. Maintenant, pourquoi jusqu'à 5 jours avant? Ben, la raison, c'est que des spermatozoïdes, ça peut vivre jusqu'à 5 jours. Pas toutes, mais il y en a certains qui peuvent vivre jusqu'à 5 jours. Donc, si tu as une relation sexuelle le jour 10, ben, il y a certains spermatozoïdes qui risquent de survivre jusqu'au jour 14 et donc de féconder l'ovule. Pourquoi est-ce que la période de fertilité va une journée après l'ovulation? Ben, encore là, c'est pour la durée de vie de l'ovule. L'ovule, par contre, vit moins longtemps, vit à peu près 2 jours. Donc, peut encore être fécondé à ce moment-là. Donc, ça vous donne un peu une idée. Maintenant, ce qui est le fun, ce qui est un poil moins chiant, c'est que maintenant, il y a des applications pour tout. Donc, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a une application qui s'appelle Flow. Donc, si tu rentres la date du début de tes menstruations quelques mois de suite, bien après ça, l'application va te prédire quand est-ce que tes prochaines règles devraient commencer. Ça, ce qui peut être pratique, là, surtout si tu n'es pas encore habitué. On s'entend qu'à l'adolescence, ça ne fait pas si longtemps que ça. Là. Quand tu es adulte, normalement, tu as pris l'habitude. Il y en a qui vont dire « Ah, mais grâce à ça, je peux savoir quel jour que j'ai besoin de me protéger, quel jour j'ai pas besoin de me protéger. » Non. OK? Non. C'est vrai que ça va te donner les jours où tu as le plus de chances de tomber enceinte, tout ça. Mais, comme j'ai dit tantôt, le cycle menstruel, surtout à l'adolescence, n'est pas régulier. Ce qui veut dire que te fier à ça, ce serait un gros problème parce que tu risquerais de tomber enceinte pour des raisons de mal calculées ou parce que ton cycle a décidé de changer ce mois-là. OK? Donc, normalement, de suivre le cycle menstruel pour savoir la période de fertilité, c'est ce que tu utilises quand tu veux tomber enceinte, puis tu veux savoir à quel moment tu as plus de chances de tomber enceinte. Mais si tu ne veux pas tomber enceinte, alors là, on va écouter la prochaine vidéo qui va sortir d'ici une semaine, qui va parler de contraception. Là, tu vas voir, il y a plein d'options. OK? Mais ça, c'est ce qu'on appelait dans le temps de mes parents, là, ils appelaient ça la méthode du calendrier. OK? Il y en a pour qui ça fonctionnait, tant mieux. Il y en a pour qui ça fonctionnait pas. Donc, c'est pas, honnêtement, là, le pourcentage de réussite est vraiment pas très bon. Okay? On va voir que les moyens de contraception qui vont être suggérés ont des taux de réussite de comme 98-99%. Ça, c'est bon. Okay? Méthode du calendrier, je ne l'ai pas vu, mais ça doit être autour de 50-60%. Tu veux pas ça. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as les menstruations qui commencent le jour 1, puis pourquoi tu as l'ovulation le jour 14? Forcément, il y a un lien entre les deux. Alors, je vais y aller rapidement. Okay? Ça a tout rapport avec l'utérus. Okay? On va commencer par l'ovulation. Même si l'ovulation, c'est le jour 14, on a mis menstruation jour 1 parce que c'est assez évident, là, tout le monde est capable de savoir. Tandis que les femmes ne sont pas toujours capables de savoir quand est-ce qu'elles veulent. Il y en a qui vont avoir mal au ventre puis qui vont savoir qu'elles veulent, mais en général, c'est pas toujours perceptible. Donc, ce qui se passe, c'est quand il y a l'ovulation, il n'y a pas seulement l'ovule qui est produit. Il y a toutes sortes de transformations dans le système reproducteur qui vont se faire. C'est-à-dire que là, l'utérus intérieur de l'endomètre va s'épaissir parce qu'il va être prêt à accueillir un ovule fécondé et donc à faire grandir un bébé là-dedans. Donc, l'utérus se met en mode bébé. Fait que là, il attend. Puis là, à un moment donné, pas de fécondation. Fait que là, le corps dit, OK, fausse alerte, on n'a pas de bébé ce mois-ci, on peut retourner à la normale. Et retourner à la normale, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'endomètre va falloir qu'il redevienne à sa grosseur originale. Donc, il y a un surplus de sang, il y a un surplus de toutes sortes de petites choses qui vont sortir, surplus d'hormones. Et ça va sortir par l'écoulement menstruel. Donc, c'est de là que ça vient. Évidemment, pour faire sortir ça, ça prend aussi les muscles de l'utérus vont se contracter. Et les muscles de l'utérus qui se contractent, bon, les gars, vous n'êtes pas trop sûrs ce que c'est. Les filles, vous connaissez ça sous le terme de crampe menstruelle. Oui, ça a l'air que c'est bien plaisant. Encore là, je sais, je ne vis pas ça et je ne prétends pas le vivre, mais bon, je connais assez, là. Fait que c'est ça. Et là, à ce moment-là, ben, ça recommence le cycle. Et
rendu au jour 14, il y a un autre ovule qui est produit, et ainsi de suite. C'est pour ça que lors de la grossesse, le cycle menstruel arrête, parce que là, à ce moment-là, l'utérus est en train de faire sa job, OK? Qui n'est pas obligé de retourner à la normale. C'est pour ça. Bon, là, on va faire un petit message d'intérêt public, principalement pour les gars. Donc, les hormones changent durant le cycle menstruel. Okay? C'est pour ça qu'il y a des changements au niveau physique, il y a des changements au niveau psychologique. Donc, des changements au niveau physique, évidemment, il y a des maux de ventre, il y a tout ça, il y a des fois tu peux avoir plus de sensibilité, il y en a qui vont prendre, il y a des filles qui vont prendre un petit peu de poids à certains moments reliés à leur cycle menstruel, habituellement ça va redescendre après. Il y a aussi les effets psychologiques, donc on le sait, hein, il y a plein de jokes qui sont faites là-dessus. Il y a des femmes qui deviennent un peu plus agressives, il y en a qui deviennent plus émotives, il y en a qui font le ménage. Ça, messieurs, vous allez trouver ça le fun. Mais, faut se tasser, faut pas être dans le chemin à ce moment-là. Alors là, les gars, si vous ne savez pas déjà, la façon la plus efficace puis la plus rapide d'avoir l'air d'un gros con, c'est de faire une joke sur le cycle menstruel d'une fille. Surtout lorsque il y a surtout lorsqu'elle est plus émotive. Okay? Normalement, j'aurais pas à dire ça, mais t'es un gars, t'as 13 ans, 14, 15 ans. Des fois, on est un petit peu épais de ce côté-là. Okay. Autre petite chose. Relations sexuelles pendant les menstruations, est-ce que c'est correct? Oui. Il n'y a pas de danger. Et les gars qui vont dire ah ouais, je sens bien, oui, ouais, je pense. Okay. C'est sûr qu'il y a des mesures d'hygiène supplémentaires qui sont à prendre et tout ça. Habituellement, la femme, pendant ses menstruations, si elle ne veut pas avoir de relations sexuelles, c'est pas à cause de l'écoulement sanguin, c'est à cause des maux de ventre, c'est à cause qu'elle file pas, puis c'est juste parce qu'elle, bon, au lieu d'avoir une relation sexuelle avec son chum, peut-être qu'elle veut juste se mettre en pyjama puis regarder Netflix. Tu sais, c'est correct. Il y a aussi certaines petites choses quand il y a des pendant les menstruations pour essayer de diminuer un peu les symptômes, surtout s'il y en a que c'est assez fort. Mettre de la chaleur, donc c'est une bouillotte, c'est une couverture chauffante, c'est un spa, encore mieux. C'est un petit animal, un petit chien ou un chat, puis tu sais, d'habitude ils sont empathiques, puis ils viennent se coucher sur toi, ils font de la chaleur, ça aussi c'est le fun. L'exercice léger, ça aide, donc tu peux aller prendre une marche, ça peut aider. Ils vous le disent, là, hein, prenez des marches ces temps-ci, bon, c'est ça. C'est sûr que tu vas pas faire de la grosse exercice intense, là, ça ne sera peut-être pas l'idéal. Quoi d'autre? Bon. Évidemment, il y a des douleurs, il y a des médicaments contre la douleur. Les Tylenol et Advil, ça fonctionne relativement bien. Là, je dis relativement, on va y arriver, faites-vous-en pas. S'il y en a qui font moi, ça marche pas, je peux comprendre. Il y a aussi ce qui s'appelle les Midol. Midol, en gros, c'est des Tylenol avec 2-3 ingrédients supplémentaires qui vont vraiment cibler les organes reproducteurs, principalement l'utérus. Ça va bien. C'est pas dangereux. Tu sais, mettons, les gars, si jamais tu as un mal à la tête puis qu'il n'y a plus de Tylenol puis tu veux prendre un Midol, c'est correct. Il n'y a pas une paire de seins qui va te pousser ou quelque chose comme ça. Ça va juste coûter plus cher la pilule parce que les Midol coûtent plus cher que les Tylenol. Tu fais ça en cas d'urgence. Si, même après avoir pris des antidouleurs ordinaires, là, on parle des Tylenol, quelque chose que tu peux acheter à la pharmacie sans prescription, si même après ça, les douleurs et les crampes sont assez fortes pour dire que tu n'es pas capable de faire ta journée, okay? Ça se peut que tu possèdes, que tu aies un trouble de santé qui s'appelle l'endométriose. L'endométriose, c'est quand il y a quelque chose de pas correct avec ton endomètre. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est assez intense. Il n'y a pas grand-chose en ce moment comme remède. Donc, si ça arrive, parce que là, plus ça va, plus il y a des recherches qui disent qu'il y a à peu près une femme sur 10 qui en serait atteinte. Donc, pourquoi on ne savait pas ça avant? J'ai jamais entendu parler de ça, puis c'est une sur 10 subitement comme ça. Non, c'est pas subitement comme ça.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est parce que quand une femme avait mal avec ses règles, tout ça, les médecins, qui étaient principalement des hommes à l'époque, ou qui étaient exclusivement des hommes à l'époque, te disaient, prends 2 Tylenol, prends 2 Advil, puis endure. Maintenant, on sait que oui, tu peux faire ça, mais on sait qu'il y a autre chose. C'est quoi les remèdes pour l'endométriose? Ben, il n'y a pas grand-chose quand tu es jeune. Okay? Quand tu es plus vieille, il y a ce qu'on appelle l'hystérectomie, donc ils vont enlever l'utérus. Entre autres, c'est ça qui est arrivé à mon épouse, puis une chance parce que c'était en train d'envahir tout le bas de son ventre. Là. Ceux qui se demandent c'est quoi l'endométriose, ce qui est arrivé, au départ, ça reste dans l'utérus, mais parce qu'elle a eu une césarienne, ça a sorti littéralement, ça a comme sorti de l'utérus, puis c'est allé dans l'abdomen et tout ça. Et ça a l'air que quand ils ont ouvert, la manière qu'ils ont décrit ça, c'était comme plein de toiles d'araignée partout là-dessus. Encore, si vous avez vu le film Venom, là, l'espèce de bébite là, qui transforme le gars en Venom, ça ressemblait à ça. Okay? Donc, je vous laisse imaginer le reste. Là. Donc, c'est sûr que tu peux faire ça plus tard. Le problème, c'est que si tu n'as pas d'utérus, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand tu es une jeune femme qui veut avoir des enfants et qui a d'endométriose? Bien, là, il y a sûrement plus d'options qui vont arriver, là, mais une des principales options maintenant, c'est de prendre la pilule contraceptive ou en tout cas une méthode contraceptive hormonale. Ça, on va en parler plus en détail là, dans le vidéo secondaire. Hey, ça chaîne un peu. Excusez. Bon. Ouais, j'ai laissé les rideaux ouverts, là, puis le soleil rentre. Fait que, allez, les jokes de crâne luisant, c'est le temps. Excusez. On revient. Endométriose. Donc, c'est ça, quand tu prends des hormones dans le but pour la contraception, un des effets secondaires des hormones par la pilule contraceptive, tout ça, c'est que ça régularise ton cycle menstruel. Donc, ça va faire qu'il va être plus régulier, puis ça fait aussi que s'il y avait des pics de douleur, tout ça, ça risque d'être moins fort. Est-ce que ça marche tout le temps? Non. C'est pour ça qu'évidemment, les méthodes hormonales doivent être prescrites par un médecin parce que le médecin doit vérifier est-ce que tout va bien, est-ce que tu as des effets secondaires, tout ça. Tout un gros affaire. Donc, pour résumer, si tu prends tes Tylenol, tes Advil, puis que c'est toujours insupportable de faire ta journée, ok, peut-être aller voir ton médecin puis en parler. Ok, ça arrive. Ils sont beaucoup plus attentifs à ça. Et c'est niaiseux à dire, là, mais depuis 1 an ou 2, il y a plus de femmes médecins au Québec que d'hommes. Donc, ben, c'est plate à dire, là, mais une femme, elle a un cycle menstruel, donc elle va savoir un petit peu plus, elle va comprendre un petit peu plus, puis elle a moins tendance à penser que c'est juste quelqu'un qui chiale pas rien. Ça se peut qu'il y en ait qui chialent pas rien, là, tu sais, je veux dire, mais normalement, tu te connais, tu sais ce qui se passe. OK, bon. Fait que ça, c'est pour le cycle menstruel. Donc, s'il y a fécondation, ce qui va se passer, bon. La fécondation, on a des schémas un peu à la page 92. Donc, ça va se passer dans la trompe de Fallope. Donc, parce que l'ovule sort de l'ovaire, s'en va dans la trompe de Fallope, et là, attend tranquillement 1 jour, 2 jours, le temps d'être fécondé ou le temps de mourir. Et là, les spermatozoïdes vont se rendre et vont aller féconder l'ovule, évidemment, s'ils se rendent à temps. Et là, à ce moment-là, ben, ça va devenir ce qu'on appelle un zygote. Et là, on va aller voir, c'est la grossesse, ça va être un petit peu plus loin. Exercice page 93, ça, il ne devrait pas avoir de problème. Vous avez juste à aller. Encore là, il faut lire. C'est sûr que si tu attends que je te donne toutes les réponses, tu vas trouver ça un peu long. Ouais, j'avoue, hein, en classe, je donnais plus de réponses. Là, c'est ça. Donc, pour les pages, page 93, ça va. Vous pouvez tout le faire. 94, numéro 5, c'est un texte à phrase trouée, ça se fait bien. Numéro 6, c'est plus un défi. Puis comme j'ai dit tantôt, maintenant il y a des applications pour ça. Donc honnêtement, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à comprendre le principe, oui, mais de calculer les jours exacts, c'est moins important parce que justement, il y a des applications maintenant pour ça. À moins que vous n'ayez pas de téléphone. Bon. Sinon, tu demandes à quelqu'un qui a un téléphone d'avoir l'application.
Page 95, même chose pour le numéro 7, vous pouvez le barrer. Numéro 8, c'est des vrais ou faux, ça vous êtes habitué maintenant. Et on est rendu, page 96, la grossesse. Donc la grossesse, on dit, c'est la période durant laquelle une femme porte un embryon puis un fœtus dans son utérus. Fait que si vous regardez le dessin qu'il y a là, donc il part de la trompe de Fallope, où là, l'ovule est fécondé, et là, va se diriger tranquillement vers l'utérus. Rendu à l'utérus, il va s'accrocher, et il va grandir là, jusqu'à la naissance. OK? Donc, la seule affaire, vraiment, vous pourrez regarder les photos, tout ça, là, c'est cute de ce côté-là, il manque... Non, il manque pas de page. C'est juste les termes qu'on utilise. Donc, au départ, quand l'ovule est fécondé, on va l'appeler un zygote. Ensuite, quand il va se ramasser dans l'utérus, on va l'appeler un embryon. Et après 8 semaines, qu'il va avoir grandi, qu'il y a certains organes qui vont commencer à être visibles, là, on va l'appeler un fœtus. Et il va être un fœtus jusqu'à temps qu'il vienne au monde. Puis là, ben, ça va être un bébé. Si vous regardez la page 97, parce qu'il y a des organes qui se créent de plus lors de la grossesse. Donc, vous avez un schéma en haut de la page 97. Donc, dans l'utérus, vous avez le placenta, le cordon ombilical, le sac amniotique, le liquide amniotique. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, le sac amniotique, c'est une espèce de poche avec une membrane un peu transparente. Donc, c'est un genre de ballon autour du fœtus. Le liquide amniotique qui est à l'intérieur, donc c'est un liquide qui est là pour protéger le bébé. Ça absorbe les chocs, ça absorbe les changements de température et ça fait que, bon, il est plus confortable là-dedans. Là. Et évidemment, maintenant, comment est-ce que le fœtus fait pour se nourrir? Hein? On s'entend qu'il ne mange pas là-dedans, il ne respire pas. Puis ceux qui se posent la question, non, il ne fait pas pipi, puis il ne fait pas caca. Okay. Donc, comment il fait pour avoir ce qu'il a besoin, puis comment il fait pour rejeter ce qui produit comme déchet? Ben, ça marche avec le placenta et le cordon ombilical. Donc, le placenta, c'est une espèce d'organe qui est là, qui va filtrer un peu ce qui passe. Donc, la nourriture puis l'oxygène sont dans le sang de la mère. Donc, le sang de la mère va passer par le placenta et après ça, va passer par le cordon ombilical pour aller jusqu'au fœtus. Et après ça, les déchets vont revenir par le cordon ombilical, vont retourner dans le sang de la mère, et la mère va s'occuper de se débarrasser des déchets par ses moyens à elle ordinaires. Quoi d'autre? Peut-être petite parenthèse, on avait fait relations sexuelles pendant les menstruations, est-ce que c'est correct? Mais relations sexuelles pendant la grossesse, est-ce que c'est correct? Oui. Okay? C'est sûr qu'avec un bébé bedon, bon, il y a certaines positions qui ne se font plus, il y en a qui sont plus confortables, il y en a qui sont juste non. Il y a aussi, à certains moments de la grossesse, dans le deuxième trimestre, c'est-à-dire, une grossesse, c'est 9 mois, on sépare ça en 3 trimestres, donc 3 périodes de 3 mois. Le premier trimestre, habituellement, beaucoup de fatigue. Donc, normalement, la mère, le premier trimestre, elle n'a pas vraiment le goût, mais après ça, des fois, il y a des pics hormonaux et il y a il y a des moments où il y a beaucoup de désir sexuel. Donc, c'est sûr. Maintenant, il y en a qui disent un peu, là, est-ce que le bébé il va comme se faire poker l'œil? Non. OK. Alors, regardez votre dessin, là. On va le placer là. OK. Fait, ici, tu es dans l'utérus, tout ça. Et ici, c'est quoi? Ça, c'est le col de l'utérus. Puis le col de l'utérus que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est que le col de l'utérus mène au vagin. Bien, le pénis, il reste dans le vagin. Okay? Il peut taper sur le col de l'utérus, mais il ne va pas passer dans le col de l'utérus. Donc, zéro risque, okay, que le bébé se fasse, je ne sais pas, poker l'œil ou quelque chose de même. Non. Juste non. OK? Puis après ça, bon, l'accouchement, je vais aller rapidement, là, mais en gros, première chose, c'est que le sac amniotique va se déchirer, donc le liquide amniotique va sortir par le vagin. C'est ce qu'on appelle perdre les os. Et quand on dit perdre les os, c'est perdre les os E-A-U-X, pas perdre les os O-S. Et ne vous sentez pas con si vous pensiez que c'était des os qui sortaient, genre clic-clic. Il y en a bien qui pensent ça, OK? Non. Okay?
Là, on parle évidemment d'une bonne quantité de liquide qui ne peut pas évidemment être retenue parce que ça passe par le vagin. Le vagin n'a pas de sphincter comme pour la vessie. Donc, il y en a qui vont dire est-ce que je vais le savoir quand je vais perdre mes. Oui. Des fois, il y a des cas où le sac amniotique va être juste percé un petit peu, puis tu as un petit peu de liquide amniotique qui sort, mais c'est la manière la plus fréquente, c'est que le terme qui représente très bien, c'est peut-être caflouche. Tu sais, c'est vraiment, tu le sais. Fait que si tu n'es pas déjà en route vers l'hôpital rendu là, peut-être un bon moment de. OK? Et là, après ça, bon, c'est là que les contractions vont commencer. Donc, les contractions, c'est l'utérus qui va commencer à contracter ses muscles pour tranquillement pousser le bébé vers l'extérieur. Alors, les filles, si vous me demandez c'est quoi les contractions, parce qu'on entend parler, hein, nos mères, des fois, ils parlent de leurs accouchements, des fois pour nous faire sentir coupables, ou des fois juste pour qu'on sorte de la pièce parce qu'ils veulent nous dégoûter. Là. Les contractions, c'est comme des crampes menstruelles, mais en plus fort. C'est ça. Fait que ça commence, puis là, ça prend peut-être une trentaine, 20-30 secondes. Après ça, ça arrête. Puis là, tu as un certain temps avant d'autres contractions. Fait qu'au départ, les contractions peuvent être espacées de 15, 20, 30 minutes. Puis, plus ça va, plus les contractions se rapprochent. Okay? Donc, on parlait tantôt de perdre les os, de se diriger vers l'hôpital. Si tu as 10 minutes d'intervalle entre les contractions, là aussi, ce sera un bon moment de te diriger vers l'hôpital. Quand tu es rendu, là, je me souviens plus, je pense que c'est 5 minutes, c'est peut-être moins aussi. Là. Non, ça doit être moins que ça. Puis là, ce qui va se passer, évidemment, c'est que le col de l'utérus va s'ouvrir. Donc, on dit la dilatation du col de l'utérus. OK? Donc, on part d'une ouverture de quelques millimètres et ça va jusqu'à 10 cm. Donc, oui, le col de l'utérus va devenir large comme ça. OK? Et c'est là, à ce moment-là, que le docteur va te dire de pousser, puis let's go. Et c'est là qu'il va finir par sortir. Donc, ça, évidemment, c'est un accouchement par voie naturelle. Il y a plein d'autres affaires. Là. Il y a beaucoup de... Quand il y a des problèmes, les médecins sont bien entraînés pour ça. Puis il y a aussi beaucoup de croyances personnelles qui viennent là-dedans. Donc, exemple, il y a du monde qui va avoir leur accouchement à la maison, de certaine manière, tout ça. Puis tout ça, c'est correct. Il n'y a aucun danger, tout ça. Il y en a qui vont peut-être trouver ça bizarre, mais fuck ça. L'important, c'est toi. Là. On s'entend que pour une femme, d'avoir un bébé, c'est quand même un moment assez particulier. Ceux qui disent « Oh, wow, mon bal de finissant, ça va être l'affaire la plus... » Non, man, quand t'accouches, c'est comme un peu différent. C'est pas la même émotion, là, on s'entend. Donc, il y a plein de choses plein de croyances personnelles, je ne rentrerai pas là-dedans. Là. Fait que le bébé va sortir, le cordon ombilical est encore branché avec le placenta, tout ça. Donc là, à ce moment-là, avant de couper le cordon ombilical, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'assurer que le bébé peut respirer. Donc, ils vont nettoyer dans le nez, la bouche, pour être sûr qu'il y a du liquide, du chemu là-dedans. Fait qu'ils vont enlever le chemu. Et c'est pour ça qu'ils veulent que le bébé pleure. Okay? Parce que pour pleurer, tu as besoin de respirer. Fait que si tu pleures, tu respires, ça va bien. Okay? On peut s'occuper du reste après. Fait que là, ils vont couper le cordon ombilical, la cicatrice qui va rester là, c'est ce qui va devenir ton nombril. Et la dernière étape, le placenta va sortir après. Fait que, encore là, il y a certaines croyances personnelles, il y en a qui vont manger le placenta, tout ça, pas de jugement, s'il vous plaît. Ben, non, c'est ça. Normalement, il est juste jeté, là. Mais ceux qui ont eu, disons, une chienne ou une chatte à la maison, qui a eu des petits, okay, vous savez ce qui se passe après. Normalement, la mère va manger le placenta. La raison, c'est qu'un accouchement, ça demande beaucoup physiquement. Donc, tu as besoin de manger. Après ça, tu as faim, c'est normal. Bon, à l'hôpital, tu n'as pas nécessairement besoin. Oui, OK, c'est de la bouffe d'hôpital. Ça vaut ce que ça vaut, mais tu as quand même de la nourriture qui est accessible. Tandis que les animaux vont manger le placenta parce que justement, c'est très riche en fer, en protéines, tout ça. Donc, ça fait un petit boost nutritif. Et puis, c'est pas mal ça. Bon, pour ce qui est de l'accouchement, vous avez 2 pages d'exercice, page 98-99. Tout est à faire là-dedans, il n'y en a pas de trouble. Après ça, la section 4.5, les stades du développement humain. Ça, là, ça me tente même pas d'en parler.
OK? Des fois, il y a une question à l'examen de fin d'année, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Donc, vous le lirez, c'est pas quelque chose qui est compliqué. OK? Et il y a 2 pages d'exercices qui vont avec ça. Il y a la page 104, que vous pouvez faire relativement facilement. Puis la page 105, barrez-moi ça tout de suite. C'est long pour rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, quand même pas mal de pages à faire. Fait que c'est ça. Là, je fais ça le matin, évidemment, quand la maison est tranquille. Donc, je le publierai plus tard cet après-midi, peut-être demain. Et à ce moment-là, ben, on se donnera un horaire sur quand est-ce qu'on va faire le live, tout ça. Et ben, c'est ça. Donc, sur ça, ben, passez une bonne semaine. N'oubliez pas, on se lave les mains, on tousse dans son coude, on garde le moral et c'est ça.